Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus assister à ce débat littéraire que nous avons donc baptisé « Quand la littérature éclaire le social ». Pour discuter de ce sujet vaste et passionnant, nous avons le plaisir donc, de recevoir Faiza Guène, Mehdi Charef et Marin Fouquet. Donc, je vais commencer par présenter nos invités. Voilà, l'ordre est tout à fait arbitraire. Donc, Faiza Guène, je précise, je tutoie Faiza Guène parce que nous sommes amis et ce serait très artificiel d'un coup de se vous voyez. Mais donc voilà, Faiza, tu es née à Bobigny en 1985 de parents algériens. Tu es l'autrice de La Discrétion qui est parue chez Plomb l'année dernière et qui vient de sortir en édition de poche. Donc voilà, La Discrétion, c'est un portrait de femme algérienne, Yamina, qui vit à Aubervilliers et tu racontes un peu les cheminements de cette dame qui vit dans la discrétion avec toutes les questions que ça pose par rapport à ses enfants, notamment. Tu es par ailleurs autrice de plusieurs romans comme Kif Kif Demain, sorti en 2004, qui a été un énorme succès. On peut citer aussi Millennium Blues ou, moi, mon préféré, Un homme, ça ne pleure pas. Je passe à notre second invité, donc Mehdi Charef. Donc vous êtes né en Algérie en 1952. Vous êtes romancier, scénariste et cinéaste. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans. Vous avez connu Les Bidonvilles, La Cité de Transit et L'Usine avant de publier 4 romans, si je ne me trompe pas. Vous avez réalisé 11 films. Et là, ce qui va nous préoccuper surtout, c'est cette trilogie que vous venez d'achever, que vous avez commencé, qui a été publiée par les éditions Hors d'Atteinte, qui est une maison indépendante. Et d'ailleurs, je salue le travail de Marie Herman, qui est parmi nous, et Ingrid Balazar, qui ont eu la bonne idée de publier cette trilogie autobiographique. Mais on va en parler plus en détail, donc qui s'appelle Rue des Pâquerettes, Vivant, et le dernier qui vient de sortir la fin août, qui s'appelle La Cité de mon père. Voilà, on vous connaît aussi évidemment pour un roman qui a un titre magnifique qui s'appelle Le thé au harem de Archie Ahmed, qui a fait l'objet aussi d'un film, et il y a Le Harki de Meriem. Enfin, on termine avec notre troisième invité, Marin Fouquet. Vous êtes le dernier venu sur la scène littéraire et nous sommes très heureux de vous accueillir aux côtés de nos autres invités. Donc vous êtes né en 1991. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Cergy. J'espère que c'est vrai parce que j'ai vu ça sur Internet. Mais il ne faut pas croire ce qu'on lit sur Internet. Donc vous confirmez ou vous infirmez. Donc vous vivez à Aubervilliers. Vous animez des ateliers d'écriture. Vous avez étudié le chant lyrique et vous pratiquez la boxe française. On dirait vraiment une présentation où je raconte un peu tout ce que vous aimez dans la vie. Vous écrivez de la poésie, du rap, des nouvelles et surtout en 2019 vous avez publié votre premier roman qui s'appelle 7-7 comme le département aux éditions Actes Sud et là vous venez de sortir votre deuxième roman qui s'appelle GAV qui vient pareil de paraître donc là il y a quelques semaines, toujours aux éditions Actes Sud. Ce roman, c'est en gros une nuit au commissariat avec plusieurs personnages qui se retrouvent en garde à vue. Garde à vue, GAV, je traduis pour ceux qui n'avaient pas compris le titre. Et donc voilà, ce sont des personnages qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Et en fait, on suit leurs pensées et se laisse un peu divaguer. Pardon pour cette longue présentation, mais bon, on a des auteurs qui sont prolifiques et c'est important de mieux vous les présenter. Moi, je me suis dit qu'on aurait pu titrer ce débat Comment la littérature s'empare et digère le réel et puis raconte les marges. C'était un titre un peu long, mais en vrai, c'est ça qu'on a envie un peu d'explorer. Donc, je vais commencer avec Faiza, qui, cette semaine, jeudi, a publié sur Mediapart, dans Le Club, une magnifique lettre adressée à Mehdi Charef pour lui dire sa gratitude. Et en fait, je vais vous lire une partie de cette lettre. Tu commences par le remercier d'avoir ouvert la voie et osé raconter ce qui avait l'air de n'intéresser personne. Un peu plus tard, dans cette lettre, tu ajoutes
Vous êtes notre affûteur, celui de nos outils à nous, nos sensibilités, nos mots, nos récits, nos imaginaires, et c'est vous qui êtes au tout début de notre chaîne et qui encore aujourd'hui, avec la publication de votre dernier roman, nous donne une leçon de littérature à l'heure où nombreux sont ceux qui prétendent écrire le réel. Mais écrire le réel ne suffit pas, le vivre non plus d'ailleurs. Ce que vous faites, vous, Monsieur Charef, c'est qu'en plus vous le transformez. Voilà ce que vous faites, vous inventez, mais vous ne mentez pas. Vous nous offrez de la chair, des odeurs, des souvenirs et des émotions entre chaque mot, entre chaque ligne. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, pour vous, c'est quoi tout simplement écrire le réel? Faiza, je vais te laisser commencer pour nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par ce paragraphe, et puis ensuite je vous laisse vous autres réagir à ce paragraphe. Merci Faiza pour la présentation. Bonjour. Je partage avec vous parce que en coulisses, donc moi je revois Monsieur Charef pour la première fois depuis 17 ans et je suis vraiment très émue. Donc je suis encore un peu émue de le revoir. Pour moi, c'était super important de me mettre en fait dans une filiation. Parce que voilà, vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite à le faire. Pour moi, c'est l'auteur d'une œuvre vraiment importante. Et puisqu'il s'agit maintenant de parler d'écriture du réel et de lien avec le social, ce que je voulais dire par ces lignes dans la lettre que j'ai écrite, c'était vraiment que simplement venir d'un lieu ou avoir une expérience de vie liée à la marge ou peu importe, c'est vrai, je trouve que ça ne suffit pas. Et je trouve que ce qui fait qu'on transforme cette expérience, ce vécu en littérature, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, en fait, à travers une sensibilité, un regard, un style, on arrive à retranscrire quelque chose qui dépasse simplement la description froide d'un lieu de vie ou d'une population, ou que sais-je encore. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette sensibilité. Qu'est-ce qui fait que parmi tous ces gamins des bidonvilles dans les années 60 qui courent entre les baraquements, pourquoi c'est le personnage de Mehdi Charef qui arrive à raconter cette partie de l'histoire? Pourquoi c'est ce regard en particulier qui fait littérature? Et vous, Marin Fouquet, comment vous avez dit, toujours sur Internet, donc je ne sais pas si c'est vrai, que vous veniez, donc vous venez du 77, de la Seine-et-Marne, vous dites que vous venez d'une terre sans histoire, mais que du coup vous avez envie de les raconter. Vous, pour vous, c'est quoi raconter le réel? Bonjour à vous. Avant de commencer, moi je suis vachement impressionné et honoré, enfin je l'ai déjà dit à Faiza Again, mais d'être au milieu de ces deux personnes qui ont beaucoup de métiers d'écrire, et enfin, on reviendra dessus, j'imagine. Donc, c'est quoi écrire le réel? Pour moi, avant tout, ça a été de pas trahir. C'est-à-dire que lorsque je lisais des choses qui parlaient, donc pas forcément de la Seine-et-Marne, du sud de la Seine-et-Marne, donc c'est la campagne, mais c'est pas assez la campagne, c'est la ville, mais c'est pas assez la ville. C'est un peu le département dont ici, en région parisienne, tout le monde se fout un peu de la gueule. Enfin, c'est le 7-7, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Et quand je lisais des livres de gens qui essayaient d'écrire sur le milieu rural, ou périurbain, comme on l'appelle, j'avais l'impression que le respect, il était mort, quoi. C'était tous des brutasses, tous totalement débiles, qui n'avaient aucun lien, enfin qui comprenaient pas ce qui se passait dans l'actualité, ce qui vivait était déconnecté de tout. Et pour moi, ce qui était important, c'était de pas trahir, c'était de respecter ces gens-là, dont je fais partie, dont je faisais partie et dont je fais encore partie malgré moi, et de les aborder avec le plus d'amour possible. Et pour GAV, c'était pareil, c'était quel que soit le personnage que je prenais, que ce soit des personnages très proches de moi, ou par exemple le personnage du flic, du nuiteux, d'essayer de le traiter avec le plus d'amour possible, et si j'arrive pas avec de l'amour, au moins essayer de comprendre le pourquoi du comment, et d'essayer de l'embrasser dans sa globalité, quoi. Oui, et dans sa complexité, justement. Oui, sans tomber dans des travers de clichés. Après, c'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui, par exemple, pour certains personnages, ont trouvé qu'ils étaient très clichés, mais pourtant, j'ai essayé d'enlever le plus possible
dans le réel, souvent le réel, il est plus cliché que ce qu'on peut écrire, quoi. Il y a des choses qui se passent, par exemple, dans des commissariats, on se dit, mais ça, si je l'écris, tout le monde va dire que j'invente, que je suis un rageux, que je mets lourd au fil. C'est 10 fois pire. 10 fois pire, 10 fois plus gros, 10 fois plus... Mais donc voilà, essayer de ne pas trahir. Et vous, Mehdi Charef, du coup, vous, pourquoi vous avez choisi la littérature ? Et est-ce que vous avez eu en tête cette volonté de raconter le réel ? C'est pour ne pas raconter le réel. C'est se servir du réel pour transporter le lecteur ailleurs, c'est-à-dire vers une certaine force, une certaine puissance qu'il peut acquérir en lisant, de la résilience. Ouais. Oui. Ce que j'ai écrit à l'auteur, c'est pas pour qu'il reste sur ce qu'il vient de lire, mais pour ce que ça peut lui procurer. C'est d'ailleurs un nouvel essor, une nouvelle... oui. Pour moi, c'est pour se développer, pour évoluer, au lecteur, je parle toujours. L'art de dire, vous avez vu ce que là, c'est dur, ce que je raconte peut-être, mais c'est génial, c'est qu'on peut aller au-dessus. C'est que l'auteur qui vous écrit, il veut dépasser cela. C'est toujours se dépasser en lisant et se dépasser en écrivant. Si les gens viennent me voir après lecture, c'est ceux qui se sont dépassés en lisant le livre. Ils sont allés bien au-dessus. C'est-à-dire, c'est une forme de résilience que moi j'aime beaucoup. Il y a un mot que j'arrive pas à trouver depuis tout à l'heure, là, quand Faiza... Transcendance. Oui, je veux que le lecteur devienne transcendant, qu'il y ait de la transcendance après avoir lu, en lisant. C'est ce qui se passe. La preuve, c'est qu'ils sont là. Ceux qui ont lu. C'est que ça les a un peu transcendés, c'est qu'ils ont voulu savoir autre chose, c'est qu'ils ont voulu aller au-delà, au-delà, plus loin. Mais la question, c'est plus précisément comment on fait. Enfin, en fait, tous les trois, votre point commun, c'est d'écrire de la marge, ou en tout cas vouloir raconter la marge. Comment on fait, pardon, la formule est un peu facile, mais comment on fait pour mettre la marge au centre ? Comment on fait pour nourrir le réel et même pour se mettre dans la peau de personnages qui ne sont pas vous. Vous, par exemple, Mehdi Charef, vous mettez dans la peau d'un gamin de 10 ans qui a été vous, qui est arrivé dans un bidonville, mais vous le racontez avec beaucoup de recul. Vous, Marin Fouquet, vous mettez dans... Pardon. Oui, je vous le dis tout de suite, j'ai peur d'oublier. C'est que cette difficulté, cette grosse angoisse qui a été vécue, ça devienne une grosse aventure, ça devienne quelque chose qu'on a... Oui, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. C'est un grand moment très difficile, mais finalement, quand on se rend compte, c'était un beau récit. C'était quelque chose de très dur, mais beau à raconter ou beau à lire. Ouais. C'est ça où je veux en arriver. C'est que ça soit beau à la lecture et que ça... Et puis bon, oui, il y a le fait d'écrire le réel pour que... Et puis il y a une façon peut-être d'écrire qui fait que, je sais pas, la plume ne touche pas le papier. C'est que ça... Il faut pas chercher à obligatoirement émouvoir le lecteur ou le forcer à... C'est pas mes personnages qui pleurent des fois quand on... Oui. C'est le lecteur qui pleure quand il lit. Évidemment, des choses tristes. Pleuré. Et on sent beaucoup de sincérité justement dans votre œuvre, dans cette trilogie en particulier. Il y a beaucoup de sincérité, mais vous, ce qui est intéressant de savoir, c'est vous, à quel moment vous êtes dit je vais raconter ça, et comment vous avez décidé d'appréhender vos souvenirs et de vous dire je vais le transformer en littérature. C'était quoi un peu le processus ? Ça c'est des images au début. Au début c'était une image. L'arrivée en France, je me suis dit je vais commencer par l'arrivée en France. Et la première image que j'ai trouvée très cinématographique, c'est que on est arrivé à la gare d'Austerlitz. Mon père n'a pas osé nous amener au bidonville le premier jour. Il nous a amenés chez ma tante, sa sœur, qui habitait la fameuse cité des Marguerites à Nanterre. Et on est monté là au 3e étage, on a mangé, puis on a dormi là. On s'est lavé, c'est la première fois que je voyais une salle de bain. Et puis après, le lendemain, il a fallu mon père nous amène à la baraque, au bidonville. Et c'est là que commence le livre pour moi. On est mes 2 frères tout petits et une sœur. Non, ma mère la tenait dans ses bras.
Et mon père, avec nos valises, on sort de ce bâtiment et on traverse la banlieue. Et puis il y a une cité qui s'appelle les Potagers, je crois. On traverse et moi déjà je voyais les étages en disant nous aussi ça sera peut-être au 2e. Je crois que c'était là. Et on passe la cité et donc là ça devient rigolo parce que c'est plus de la littérature. Je veux dire c'est comme si c'est un conte. Et ça donne envie de l'écrire. Ça devient quelque chose de drôle presque. Et pourtant c'est dur. On traverse une cité, on traverse une deuxième cité. Là pareil, je regarde mon père qui est devant. Avec les valises, et il me dit pourvu qu'il s'arrête là, elle est belle cette cité avec ses étages. Et puis c'est là qu'on va habiter, parce on était au milieu. Et il traverse encore. Et puis à un moment, on a traversé une autre cité et on continue à marcher. Terrain vague, là, commence à avoir de la boue dans les chaussures. Et puis après, j'ai vu des choses bizarres, toutes noires, des baraques avec des feux de cheminée noirs. Et puis mon père, chéri, la prof, il fonce. Il fonce parce que je pense à la tête de ma mère. Il fonce, elle est toute jeune, elle est toute belle. Et elle a peur des rats, en plus. Ouais, elle a des cheveux comme vous. Et puis on fonce, et puis à un moment, il rentre dans ces favelas, avec des allées très étroites, boueuses, des nids de poules pleines de boue. Et on rentre dans une baraque qui pousse comme ça, parce qu'il n'y avait pas de serrure. Et ce que je voulais vous dire, c'est ma mère, c'est ça la littérature. C'est de décrire une mère qui rentre là-dedans, qui a tant espéré à la France, qui a cru que la France c'était. Et son mari l'amène là-dedans. Elle avait le bébé, comme ça, une grosse valise. Et puis son haïk, et elle apprend au milieu de la baraque, elle regarde ça comme ça. Tout. C'est quelque chose, je vous assure, quand on écrit. Et donc là, vous visualisez tout ça. C'est quelque chose quand on écrit. Et là, il y a les gens qui écrivent, disent, oh que c'est triste, oh que c'est dur. Mais non, c'est magique après quand on écrit. Et là, elle lui dit, Elma, l'eau. Ouais. Alors il est gêné, mon père, il te dit, je vais me foutre mes enfants là-dedans. Barbara, dehors. Alors, elle dit rien. Le micro. Et après, elle lui dit, tout en regardant autour d'elle, en avançant sur... Il n'y a pas de sol, quoi, c'est des cailloux. Et elle lui dit, Bitlema, les toilettes. Il est embêté, il est dehors. C'était des toilettes pour tout le monde. Et puis le plus drôle, c'est qu'elle est comme ça. Elle ne pose pas ses valises. Je suis content, je me dis, elle ne va pas les poser, on va repartir en Algérie. Moi, je ne voulais pas rester. Elle avance avec ses valises, et puis après, elle va regarder comme une cloison. Derrière, il y avait des 6 lits superposés. C'était 3 lits d'un côté, 3 lits de l'autre. Mon père était gêné, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle va encore me demander? Il se sauve en disant, je vais chercher du charbon. Vous savez, les petits boulets là, dehors. Elle reste, elle s'avance, et pour moi, je la regarde, je me dis, pourvu qu'elle dise, on se casse. Oh purée. Et je la regarde, elle regarde les lits, elle met sa main sur le poêle s'il était assez chaud, elle s'assoit, puis merde, elle dit, je vais enlever mes chaussures. Ça, j'étais déçu. Et puis depuis ce jour-là, on est là. C'est pour vous expliquer, vous avez vu comment je vous l'ai raconté. Ça devient ça à un moment quand on écrit. C'est comme un plaisir après, même si c'est vachement dur. Parce que peut-être qu'on devient fou. Bah oui, puisqu'on cherche que la phrase soit belle, que ce ton soit écouté, prenne la tête du lecteur. Moi, je pense qu'on doit devenir... Oui, on n'est plus de ce monde à ce moment-là. Pourquoi on veut que ça soit beau, que ça soit bien? Pourquoi qu'on recommence quand il n'y a pas d'harmonie dans la phrase? Alors que je parle de la mort de ma sœur, quand elle est tombée dans le puits. Je pense qu'il faut être fou. Ou je sais pas, Faiza peut-être peut nous le dire, moi je sais pas. C'est dur d'enchaîner. Mais moi, ma question, justement, toujours dans ce prolongement, c'est toi, comment tu fais pour te mettre dans la peau de Yamina, 70 ans, qui a plein de maladies, qui va chez le médecin ne la prend pas au sérieux. Comment tu fais pour te mettre dans la peau de ces filles avec leurs différentes réactions, leurs différentes personnalités? C'est quoi ce processus d'écriture? Parce que la discrétion est née un peu par hasard. Tu peux raconter un peu la genèse et comment tu fais de manière... pour ce que disait Marin, pour utiliser les clichés et les contourner peut-être.
pour raconter un peu la jeunesse, moi on m'avait demandé d'écrire un texte pour la radio et c'était une carte blanche. Alors moi je suis toujours un peu... Carte blanche c'est dur parce que je sais jamais sur quoi écrire. Et j'ai laissé venir un peu les choses spontanément et spontanément j'ai parlé d'une femme. Alors elle n'avait pas de prénom, c'était une femme qui racontait un peu la manière dont elle baissait la tête en France, etc. Il y avait un truc un petit peu comme ça, presque poétique. Et en fait, j'ai écrit ce texte, et dans le texte, il y avait une phrase sur son mari qui était mort et qu'elle devait enterrer en Algérie. Et j'avais écrit « Il est mort de discrétion ». Et en fait, « mort de discrétion », c'est 3 mots assemblés comme ça, je sais pas comment dire, mais... J'ai encore du mal à l'expliquer. Ça a fait comme quelque chose qui a explosé vraiment à l'intérieur de moi. Et c'est resté longtemps dans mon esprit. Et donc, moi, j'ai pensé à mon père. Et je me disais, c'est exactement ça. En fait, papa, il est mort de discrétion. C'est ça, en fait. C'est ça qui les a tués. Et c'est venu de là. Donc, voilà. Donc, au début, c'est une réflexion. C'est quelque chose qui apparaît, qui surgit, qui est super dur, je trouve, à décortiquer. Mais ça a amené ce roman, et je crois, pour faire suite un peu à ce que disait Mehdi, à ce que tu disais aussi, Marin, tout à l'heure, sur le fait que tu lis des récits où tu vois des choses qui ne correspondent pas à ce que toi, tu connais de ta réalité, ou alors une réalité qui n'est pas assez belle, pas assez bien racontée, pas retranscrite comme on voudrait peut-être, et qui est un endroit, je ne sais pas, peut-être que le point de départ, c'est une forme de sentiment d'injustice, et que peut-être avec nos sensibilités, on est dans une forme de recherche d'harmonie ou de recherche de vérité, de justice presque. C'est peut-être un peu fort, mais moi, je sais pas, je le sens comme ça. Parce que à quel moment je me dis... ma réflexion, c'est j'aimerais trop que les gens sachent qui sont nos mères, qui sont ces femmes, la vie qu'elles ont eue, parce que c'est invisible en fait. Ça s'est pas vu, ça s'est pas raconté. Et il y a un truc un peu presque prétentieux dans la démarche, mais moi je vais le dire en fait. Moi je vais le dire avec mes mots, avec mes yeux, avec ma façon d'écrire. Je vais raconter cette histoire. Et puis ça commence en fait à se tisser de cette façon-là pour moi. Mais c'est vrai que l'idée de se dire qu'on va transformer un réel, soit qui est à nos yeux pas bien raconté, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Ou alors avoir envie d'embellir quelque chose de trop difficile à vivre tel quel. Et donc, ouais, tu t'es dit, ça a bien fonctionné parce que parmi les retours que tu as eus, je ne trahis rien, il y a beaucoup de gens qui t'ont dit, tu racontes ma mère dans cet ouvrage. Ouais. Et c'est vrai qu'on est quelques-uns à avoir retrouvé, pas dans l'intégralité, mais des traits de nos parents. Et c'est important aussi que ça entre en littérature. Enfin, toi, j'imagine que c'est ça qui... Ouais, parce que moi, j'ai une l'obsession de justement garder des traces aussi pour de ces histoires qui se racontent pas finalement ou qui restent... qui sont vouées à disparaître. J'ai vraiment quelque chose de super... je sens comme le danger imminent. Je me dis, bon, voilà. Et après, dans la situation de l'écriture de ce roman en particulier, c'est que après avoir perdu mon papa assez jeune, finalement, je me suis dit, mais si personne raconte l'histoire de ma mère, ça va être pareil, en fait, ça va disparaître. Et il y a quelque chose pour moi, je pense que quand on écrit ou quand on fait du cinéma ou quand on fait des choses de cet ordre-là, c'est aussi, en tout cas pour moi, une manière de laisser des traces à ceux qui vont arriver. Il y a un rapport à la transmission, etc. Et je me suis dit, si c'est écrit, c'est bon. Faut que ce soit écrit, faut que ça reste, quoi. Et vous, de fait, voilà, vous n'êtes pas un black bloc, mais moi j'ai trouvé que les pages consacrées, a priori, consacrées, il y a un personnage qui est un black bloc qui raconte avec beaucoup de minutie comment se prépare je sais pas comment on appelle ça, une attaque, comment il s'infiltre dans une manifestation. Il y a tout un débat avec un manifestant qui leur dit c'est une manifestation pacifique. Ça se passe dans une manifestation pour le climat. Et donc, c'est presque une chorégraphie que vous racontez. Et moi, en lisant ce passage, la première fois que le Black Bloc apparaît, je me suis dit, mais comment il a fait pour raconter ça? Parce que c'est des personnages qui génèrent beaucoup de fantasmes, sur lesquels il y a beaucoup d'interrogations. Et vous arrivez à raconter un truc lambda, voilà, le Black Bloc qui se forme, qui monte à l'affrontement. Mais vous le racontez
ouais, comme une chorégraphie avec cette espèce de symphonie. Et vous, comment vous faites de manière littéraire pour raconter ça? Bah, déjà, j'essaye toujours d'écrire des choses que j'ai... En fait, j'ai vachement peur du rôle d'auteur comme une espèce de charogne. On va en reparler parce que voilà, ça c'est une de vos craintes. De ce truc d'un seul coup devenir une espèce de charognard du réel, c'est-à-dire de se dire tiens, mon cousin a vécu tel truc vachement dur, ça ferait une histoire, je vais le raconter. Tiens, mon frère, ma soeur, ma mère, machin. Et presque en fait dans le quotidien de devenir juste un truc qui a les oreilles comme ça tendues et qui cherche des histoires comme une charogne, quoi. J'ai vachement peur de ça, donc du coup j'essaie d'écrire que sur des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai vécues, que j'ai ressenties, ou enfin des choses sur lesquelles je peux à minima un petit peu me projeter, mais là où je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est que je veux pas non plus être dans un truc de me réapproprier, je veux pas être dans un truc de penser que ma manière de vivre les choses, il y a un espèce d'universalisme derrière tout ça et que on va donc je sais pas, j'essaie de me débrouiller comme je peux, à la fois en essayant de me baser sur des choses dont je suis sûr et lorsque des choses j'en suis pas sûr, d'essayer de me dire ok, comment est-ce que moi je le vivrais, comment est-ce que quelle partie de moi peut rentrer à un moment donné en résonance même un tout petit peu avec, et donc du coup comment est-ce que je peux composer avec ça. Du coup, vous me forcez à arriver plus tôt que prévu à cette question, mais justement, en fait, vous avez donné un entretien aux Inrock, où vous faites la une par ailleurs. Bravo. Donc ça, c'était bien. Et justement, voilà, vous dites dans cet entretien que vous ne voulez pas devenir un charognard à raconter la vie des autres dans des romans. Voilà, on sent que c'est une inquiétude chez vous. Mais moi, enfin, la question voilà, qui me vient à ce moment-là, je me dis, c'est important, enfin ça vaut pour tous les trois, vous racontez des choses importantes, c'est important de faire surgir sur la scène littéraire des pauvres, des déshérités, des gens, voilà, des Arabes, des Noirs, des minorités de toutes sortes. Donc, pour vous, il y a cette inquiétude d'en faire un fonds de commerce, parce que c'est... Par ailleurs, voilà, certains auteurs, je pense à Édouard Louis, par exemple, qui raconte son parcours dans une famille pauvre d'Amiens, enfin de la région, enfin en Picardie, et il a été accusé de faire commerce de sa vie. Donc il y a ce questionnement, mais en même temps, si les gens de l'intérieur ne racontent pas ces parcours, ben, personne ne le fera ou ce sera mal fait. Du coup, comment on arbitre ce dilemme? Et cette question s'adresse à tous les trois marins. Je vous laisse continuer, puis après, Faiza et Mehdi. Ben, moi, ce qui n'est pas particulier, parce que justement, ce qui est particulier dans la littérature, c'est le contraire. C'est que là d'où j'écris chez les dominants. Je suis un blanc, je suis un homme, je suis hétérosexuel, je suis hétéronormé. Donc j'écris chez les dominants. Donc c'est pour ça que pour moi la question elle est fondamentale. C'est que des dominants qui à chaque rentrée littéraire sortent des bouquins sur des migrants, l'énième triangle amoureux, voilà, ou même sur des migrants et qui vont d'un seul coup se dire moi je peux parce que je ne sais pas pourquoi. Je peux écrire sur ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en plein milieu de la mer Méditerranée en train de jouer sa vie. Moi c'est quelque chose que je trouve obscène et je veux surtout pas tomber là-dedans. Parce que je trouve ça dégueulasse, parce que je pense qu'il y a des gens qui justement sont bien mieux placés pour l'écrire, parce que des personnes qui ont fait ce voyage-là, cet exil-là, ils peuvent l'écrire eux-mêmes, et il n'y a pas besoin de ma voix pour faire ça. Et en même temps, là où je me trouve du coup bloqué, c'est que du coup il faudrait que j'écrive que des romans où il y aurait que des hommes, que des blancs. C'est rare, ça n'existe pas. Et oui, c'est ça. C'est une niche qui est très peu. On n'a jamais ça, ouais. Oui. Mais là, vous avez donné l'idée à tout le monde. Voilà, tout le monde va se précipiter, ça va être compliqué. Ouais, il faut que je me dépêche d'écrire le prochain. Vite. Mais donc voilà, on est sur un. Et donc, pour moi, il est là le truc et donc je suis mal barré avec ça, je vous avoue. Oui, ça a l'air compliqué. J'essaye comme je peux. En même temps, je me sens pas faire autre chose que d'écrire. Je crois que je suis bon qu'à faire ça. Vous conseille de continuer, c'est pas mal. Oui, en tout cas, c'est la seule manière d'être au monde qui, moi, me semble être où je me débrouille à peu près.
Et donc, je me retrouve coincé dans ce truc-là. Mais par contre, je pense que, que cette question, pour moi, elle se pose uniquement parce que je suis de ce côté-là, en fait. Enfin, mais après, je sais pas vous ce que êtes vous en aussi pensez. un cheval de Troie, peut-être. Vous Ouais, pouvez voilà. porter ces questions mieux que d'autres, parce que vous venez quand même du 77, Et oui. ce qui est une forme de minorité. Et oui. Et vous, du coup, Mehdi, est-ce que vous posez la question justement sur comment on raconte notre histoire? Est-ce que c'est à nous de le faire? Enfin, voilà, tous ces questionnements. Est-ce que vous avez envie de raconter votre vie, quoi? Ou la littérature vous protège de cette peur que vous avez peut-être? Non, non, je pense pas que. Je sais pas si la littérature protège. Les mots, les mots, oui. Il y a des mots qu'il faut qu'on dise, qu'il faut dire. Hein. Faut pas les garder en soi. Il faut les dire pour se soulager un peu. Non, moi j'ai voulu écrire pour. Au début, comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est passé des choses très dures, mais très belles entre nous, puisqu'on s'est retrouvés dans l'immigration, complètement coupés du monde, dans les bidonvilles, dans les cités de transit. J'ai rencontré des femmes, des hommes qui ont mon âge, qui m'ont dit que c'était la plus belle période de leur vie, parce qu'on était cachés. On était cachés parce que les gens ne voyaient pas. Les bidonvilles étaient. Les cités de transit étaient en dehors des villes, des communes, entre 3-4 communes différentes, et on ne nous voyait pas. Et le fait qu'après on soit sortis, moi je pense que ce qui leur a fait du mal à mes copains, à ces femmes, c'est qu'après on nous a séparés. Et on nous a mis aux 4 coins de la banlieue et on ne s'est plus revus. Et puis on a vu que la vie était, quand on nous a éparpillés en HLM, il fallait s'intégrer. Et là, on a tous eu la plus grande peur de sa vie. C'est qu'on s'est dit, c'est ça, pas autre chose, s'intégrer. Il n'y avait plus de bidonville, il n'y avait plus de cités de transit. On était là, donc il fallait s'intégrer, il fallait oublier cette immigration, il fallait oublier tout ce qui s'est passé avant pour essayer de se faire une place dans la société française. Beaucoup ont été traumatisés. Oui, quelqu'un qui ont plus... Ça a été un petit peu le début de ce qu'on a appelé la mauvaise scolarité. Et puis le fait qu'on arrivait quelque part où... Ce qui était beau dans la cité transit, c'est quand on rentrait le soir, on entendait parler arabe. Oui, il y avait 60-80 familles qui habitaient dans cet espace. Et entre ces baraques, on entendait parler arabe. Et ça a beaucoup manqué à des copains à moi. C'est-à-dire ils n'avaient plus de points de repère. Et l'autre, ce qui leur restait à faire, c'était d'aller vers la société française, vers ce qu'on appelait déjà... En 1974, on a commencé à appeler ça l'intégration. Et on ne savait pas ce que ça voulait dire, parce que s'intégrer, c'était vouloir ressembler à quelqu'un. Et c'est quoi à l'époque? C'était Giscard, les Giscardiens, être un jeune Giscardien, c'était... Ça a été une époque très très difficile aussi. Ouais. Ça a été de synthé de chacun. Puis ce qu'il y a, c'est qu'on était comme là, on était séparés, on n'était plus ensemble en bande. C'est que chacun devait le faire tout seul, ou toute seule quand c'était une jeune fille. Ouais. Et on était... Et toi, donc, sur cette question de charognard, parce que finalement, les gens se retrouvent dans tes livres, et est-ce que tu t'interdis d'utiliser une histoire qui est arrivée à quelqu'un que tu connais, parce que finalement, tu racontes beaucoup l'immigration algérienne. Je m'inclus, on a des vies quand même assez clichés avec des choses qui reviennent d'une famille à l'autre, avec des parcours migratoires de nos parents ou grands-parents qui sont sensiblement les mêmes. Et donc voilà, comment tu composes avec tout ça quand tu écris? Bon, je pense que avec le temps, il y a les différents romans et le temps fait que tu te poses plusieurs questions. Enfin, il y a des choses qui te traversent au fur et à mesure. Et il y a des questions que je me posais pas au tout début. Et pour dire la vérité, j'ai toujours eu ce truc de manière tellement naturelle. Écrire pour moi, mais je le fais depuis petite. C'est un moyen d'expression pour moi qui est presque
nécessaire. Donc, Parce que juste, pardon, pour le raconter aux rares qui ne sauraient pas, Faiza a été repérée donc à 17 ans, c'est ça, dans un atelier d'écriture à Pantin, par un professeur qui a lu quelques pages écrites sur une copie double, des copies doubles. Quand même, ça marque l'époque. Et donc, ce professeur a une sœur qui va devenir ton éditrice et qui décide de publier Kif Kif Demain, qui a été donc traduit en 26 langues, enfin dans 26 pays, pardon. Et tu as vendu à peu près 400 000 exemplaires, ce qui est une prouesse quand on n'est pas porté par un prix littéraire pour un premier roman paru à 19 ans. Voilà, c'était la partie archive, histoire de Faiza Again. Mais c'est important de le raconter pour ceux qui ne le savent pas, parce que à l'époque, voilà, c'était quelque chose de très important. C'était la première fois qu'on voyait, ou presque, enfin, depuis quelques années, qu'on voyait une fille d'origine maghrébine qui racontait la vie d'une fille maghrébine, mais en fait, ça aurait pu être la vie de n'importe qui d'autre. ouais, et puis c'est vrai que tu as raison de rappeler le contexte dans lequel moi j'ai publié, parce que c'était, je parle tout le temps d'accident, mais c'était par accident. Donc j'ai pas eu le temps de me poser toutes ces questions à l'origine, donc j'étais pas en vigilance ou en train de... Je savais pas en fait, parce que je savais pas ce qui m'attendait, parce que si j'avais su, peut-être que je me serais posé d'autres questions avant, mais cet aspect de la responsabilité qu'on peut avoir, de ce qu'on va écrire, il n'était pas du tout présent pour moi. Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait devenir, puisqu'on était si peu nombreux à raconter cette histoire, ou ces histoires, qu'on allait devenir comme... ambassadeur, tu vois, et ça c'est hyper écrasant, parce qu'en vérité moi je parle tout en ayant conscience quand même à 17 ans quand j'écrivais des histoires, c'était pas un journal intime, c'est pas l'histoire de quelqu'un que je connaissais ou enfin vraiment c'était en conscience. Pour moi écrire c'était une récréation, j'inventais, donc il y avait ça depuis le début, et en même temps la matière, c'est-à-dire ce que j'écrivais, c'était quand même nourri de choses qui étaient familières, ce qui est normal, surtout quand on écrit jeune. Enfin, je veux dire, c'est familier. Il y a un truc de ressenti qui est difficile peut-être à expliquer, mais en tout cas, tu sais que quoi qu'il arrive, c'est ton regard. Donc, c'est ton regard tendre sur des gens, c'est ton regard de l'intérieur. Donc, il n'y a pas cette distance qui t'amène forcément à te dire que peut-être t'es pas au bon endroit. Je pense que c'est un truc que tu sens. Et je comprends la vigilance, parce que parfois je me suis dit, mais je savais pas que ça allait faire ça. À ce moment-là, je raconte, j'en sais rien. Même dans Kif Kif Demain, mon premier roman, en fait, quand je me rappelle de certaines choses que j'ai racontées, il y a des choses, c'est pas... je raconte un père qui abandonne sa mère, enfin sa femme et sa fille pour aller se remarier au Maroc avec une femme de 25 ans. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est extrêmement cliché comme situation à raconter. Mais alors, je sais que ça arrive, mais je crois que la manière dont on le raconte, qu'il faut se faire confiance, parce qu'il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de jugement, c'est juste la vie. Et voilà, en tout cas, je pense, aujourd'hui, maintenant, j'ai réglé ces trucs, parce que je me suis posé déjà ces questions, mais ça s'est réglé pour moi vraiment de manière très claire. Par ailleurs, voilà, toujours un peu dans ces questionnements autour de la littérature, dans ce qu'on a envie de lui faire dire, comment vous faites, toujours c'est une question qui s'adresse à tous les trois, pour éviter ne pas rendre la vie des petites gens de la France d'en bas, comme disait Jean-Pierre Raffarin en 2005. Voilà, comment on fait pour ne pas rendre ça folklorique, pour éviter un peu le syndrome La Famille Groseille pardon pour la référence, La vie est un long fleuve tranquille. Voilà, le côté un peu... on raconte des pauvres, donc on va rendre ça... on va les faire affreux, sales et méchants, comme disait le réalisateur. Voilà, comment on évite le folklore autour... de la banlieue du 77, des bidonvilles ou d'Aubervilliers, de la Seine-Saint-Denis. Je vous laisse Marin Fouquet aller au pif. Pour reprendre un terme qu'a dit Faiza, c'est en ayant un regard tendre, quoi. En étant le plus tendre possible, même parfois sur ce qui est compliqué. Il y a un personnage dans GAV où c'est un violeur. Cadre dynamique, bien intégré, blanc, français, beau, violeur.
Et pour lui, ça a été compliqué, mais je voulais quand même essayer de trouver, d'une manière ou d'une autre, un endroit d'accroche où j'aurais, à un moment donné, peut-être juste une phrase, peut-être juste un mot, mais au moins un peu de tendresse. Et à partir de ce moment-là, ça le fait. Et puis pour rebondir sur ce que disait aussi, enfin ce que vous disiez tous les deux, c'est moi ce que j'essaie, c'est au début, je parle de choses que je connais, que j'ai ressenties, vécues, et je décale juste de quelques centimètres mon personnage par rapport à ça. Et c'est ça que j'ai trouvé avec le roman, parce qu'avant j'écrivais plutôt du rap et de la poésie, il n'y avait pas ça, et c'est ça que moi j'adore en fait. C'est qu'on place 2 centimètres d'écart au début avec le réel, et à la fin du roman, après les 100, 200, 300, 400 pages, il y a 4 kilomètres de différence. Et en tout cas, moi, ce qui m'est arrivé pour ces 2 romans, c'est... Dans la réalité, c'est passé comme ça, mais j'ai dit qu'en fait, un tel, il était comme ça, donc ça peut plus se passer comme ça. Donc comment ça va se passer? Et c'est là où le roman, il prend un peu son chemin, et il écrit sa propre histoire, qui est loin du réel, mais qui du coup, je crois, est plus réelle que si moi, avec mon regard, j'essayais de raconter un truc qui s'est vraiment passé. Cet écart-là fait comme le taux d'improbabilité, de hasard qu'il y a dans la vie, en fait. On a décalé le truc, et puis on jette les dés, et puis donc du coup, il va se passer autre chose. Et moi, je sais pas, j'en suis qu'au 2e, donc c'est que du tâtonnement, mais ce truc-là, j'ai l'impression que là, j'arrive à toucher à un truc qui est un peu plus sincère et plus vrai que le réel lui-même. Et vous, Mehdi, voilà, cette question de comment on touche au réel et en même temps, sans être dans ce côté folklorique, comment ne pas offrir aux gens ce qu'ils attendent finalement? Comment on essaye de se réinventer, de réinventer le réel? C'est compliqué, hein. Oui, on écrit comme en rêvant, c'est-à-dire que c'est comme si on rêvait qu'il se passe autrement, ça se passe autrement dans la réalité. On écrit la réalité, on a le moment présent, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pas comme ça que ça se passe, parce que il y a de la musique par-dessus, il faut mettre... on peut pas écrire crûment comme ça les choses. Enfin, moi, j'arrive pas, il faut que je m'invente une façon d'écrire pour supporter ce que je suis en train d'écrire quand c'est très dur. Il faut absolument travailler comme ça, je crois. Il faut s'inventer une musique, il faut s'inventer des expressions qui font qu'on raconte quelque chose de très dur, mais on l'accepte, je l'accepte après. Je l'accepte parce que j'ai l'impression même que ce n'est pas vrai ce que j'ai écrit. C'est marrant de dire c'est faux, parce que j'ai une telle... recul par rapport au cinéma, par rapport aux images de cinéma que j'aime beaucoup, que je me dessine, à un moment, pour pas que je souffre de cette réalité, il faut que je la raconte autrement. Oui, absolument. Absolument. J'étais en Algérie il y a quelques années pour tourner un film sur la guerre d'Algérie, et ma productrice me dit « Amène-moi dans ta campagne, dans la montagne ». Je l'amène dans la montagne. Et je suis allé voir des cousins qui habitaient encore au fond d'une montagne. Ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. On a mangé là. Et derrière, il y avait une maison qui avait été bombardée. Quand j'étais tout petit, j'avais 6-7 ans. Il y avait des moudjahidines qui vivaient dans un puits parce qu'ils ne pouvaient pas creuser de trous. C'est trop plat la terre là-bas, il n'y a pas d'arbres. Ah, il fallait quand même qu'ils se cachent. Ils avaient été voir un puits, ils ont creusé sur le côté du puits, ils ont fait une tanière. Et ils ont été balancés. Puis un jour, les Français sont venus les tuer. Ils les ont sortis à coups de grenade. Et j'avais une scène comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Cartouche gauloise. J'ai une scène. Je décris cette scène. Je copie cette scène. Je n'ai jamais dit à la productrice, alors qu'on était là, à côté, c'est là que ça s'est passé. Elle m'aurait absolument voulu que je tourne là. Parce que le puits était là. La maison était encore là, en ruine. Bah oui. Mais et pourquoi vous n'avez pas voulu? Parce que je ne voulais pas de la réalité. Et puis peut-être que vous aviez gardé un certain souvenir. Non, mais c'est comme ça que je survis, j'ai l'impression. C'est que il faut qu'à un moment, je m'envole de la feuille, je disparais de la feuille. Avec ou sans mon stylo à billes, stylo à encre, je ne peux pas rester. Il faut qu'à un moment, je parte, que je m'envole, que je quitte cette feuille. Il faut la finir, il faut continuer. Mais de la réalité, non. Il faut
il faut, je sais pas comment vous dire ça. Il y a des moments comme ça qui m'ont beaucoup troublé. C'est pour ça que j'écris. Dans une journée, j'écris à peu près 3 heures. Je peux pas écrire plus. Et je peux pas écrire dans certains endroits parce qu'il faut pas que je me sente enfermé. Et puis il faut que je me sauve. À un moment, il faut que je m'enfuis. Mais il y a une nécessité de raconter quand même. Oui, il faut finir de raconter l'histoire. Et à chaque fois, il faut que j'écrive, putain de merde, pour faire croire que c'est pas vrai. Ouais. Sinon, je peux pas finir. Voilà, c'est le direct, le réel. Donc toi, Faiza, qu'est-ce que tu peux... C'est dur d'enchaîner. Bah, en même temps, je sais pas, c'est l'illustration de ce que ça fait de... Il a dit, faut que j'écrive pour faire croire que c'est pas vrai, tu vois. Je pense que c'est dur, hein, mais c'est une phrase qui est très très forte. C'est que, en fait... Tout dépend de quel réel on décrit, mais il y a des fois où on a besoin d'avoir justement un écart, une distance entre ce qu'on vit et ce qu'on écrit, sinon c'est presque pas supportable. C'est dit d'une manière un peu plus crue que ce que je disais tout à l'heure, mais on a besoin d'une soupape. Et je sais pas pourquoi, parce que ce serait faux de dire il y a une façon de faire, il y a une manière de faire pour que ce soit bien et que ce soit juste et tout. Moi je pense que parfois ça tombe sur toi. C'est toi, t'as ce truc. Parce que je peux pas expliquer pourquoi quand j'ai 7 ans, j'ai besoin d'écrire, tu vois. Et que j'ai besoin de faire comme une bulle, d'inventer une autre réalité pour que ça... Je sais pas, sentir que t'existes, que ce que t'as à dire c'est important et que tu partages. On continue, il n'y a pas de problème. On va finir sur une dernière question. Ensuite, on prendra pendant une demi-heure à peu près les questions de la salle. Moi, je voulais revenir sur la réception de vos ouvrages. Mehdi, vous êtes, on vous prête la paternité de la littérature dite beurre, dans les années 80, en 83 quand vous sortez, vous écrivez, vous publiez le thé au harem d'Archie Ahmed, c'est vraiment important sur le plan littéraire. Moi, j'ai retrouvé une invitation de vous chez Bernard Pivot dans Apostrophe, qui est à l'époque l'émission phare où faut aller quand on est auteur. Et Bernard Pivot vous a pas reçu avec beaucoup d'égards. Et en fait, vous, comment vous l'avez vécu à l'époque? Parfois, il vous félicite. Je vous lis pas en détail, mais il vous félicite. Un peu, quand même, vous écrivez bien pour un arabe, si on résume un peu ces questions. Vous, il vous explique que oui, la littérature vous sauve de votre destin d'ouvrier. Vous, comment vous l'avez vécu à l'époque, justement on voit qu'il a à peu près rien compris à ce que racontait le livre. Vous, comment vous l'avez vécu avec 35 ans d'écart, pardon, je suis mauvaise en maths, je ne sais pas, 83, 35 à peu près. Comment vous l'analysez? La première chose, c'est que c'était quand même bien qu'il m'invite parce que je voulais que les gens lisent mon livre et puis que mes personnages, les habitants de cette cité HLM où j'habitais, deviennent célèbres. C'est un peu ça, c'est toujours ce que je veux toujours avec mes personnages, c'est que je veux qu'ils deviennent célèbres. Parce que pour qu'ils aient de l'estime pour eux-mêmes, de leur vie, quels que soient les quartiers qu'ils habitent. Bernard, oui, donc c'était bien, parce que le livre, c'est comme vous devez vous en douter, le lendemain, ça l'a propulsé. C'était une émission incroyable. Et, sinon, ce qu'il a dit, c'était oui,
Il y avait des phrases un peu... Comment? Il y avait des phrases très maladroites, on va dire. Oui, pour il a été rester très poli. maladroit. Il a été... Moi, ça m'a fait mal. Bon, je ne l'ai pas montré parce que... On m'a dit... mon éditrice m'avait dit, tu fais attention, tu restes droit, tu restes bien sur ton siège. Et non, j'avais mes copains des cités qui me disaient... qui me voyaient plus comme avant, c'est-à-dire un petit peu comme si j'avais trahi. Et puis là, il y avait des gens qui me disaient, qu'est-ce que tu viens foutre? C'était... excusez-moi l'expression... Qu'est-ce que tu... c'est pour ça que tout à l'heure avec Faiza, on a parlé de solitude. Ouais. Oui, on est... Oh, j'étais drôlement pauvre, mais j'étais... Mais c'était Maintenant, très je marquant. peux en rire, mais j'étais comme... Ça a duré 3-4 ans, même peut-être un peu plus, où j'étais sacrément paumé. Parce que juste après, il y a eu pire. Hein. J'ai eu un César. Là, ça a été vraiment très, très dur pour les années qui ont suivi. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Puis bon, je sais pas, tout à l'heure, Marin a parlé de ça. Ouais. Oui, il a parlé de ça, Marin, et ça m'a fait du bien ce que tu as dit, c'est-à-dire que il faut qu'on écrive. Voilà. Oui, Il faut que tu continues, Marin, tu vas écrire, voilà, c'est ce que tu as dit, je vais continuer. On ne sait pas ce qui... Et moi, toi, pardon. Et toi, Faiza, sur la réception, tu l'as beaucoup raconté avec... un peu plus tardivement, toi, tu as eu droit à la Sagan des Cités, qui était un surnom, c'était en 2004, c'était un surnom qui se voulait... ça devait être... tu devais le prendre comme un compliment, mais on te renvoyait tout de suite à la Cité. Les journalistes, ça, t'en as parlé un peu en interview, et dans nos discussions, les journalistes te demandaient si tu avais des lits superposés pour accueillir ta très nombreuse famille, parce qu'évidemment, les journalistes supposaient que tu vivais à 12 dans 20 mètres carrés. Et le plus blessant, je pense, et tu me le confirmeras, c'est on t'a demandé qui t'a tenu la main pour écrire. Et on sous-entendait que c'était un coup médiatique, que l'inconnu qui vend, qui est en tête des ventes, qui sort de nulle part, ça n'existe pas et c'est quelqu'un d'autre qui avait écrit pour toi. Donc toi, comment tu l'as vécu ça? Et justement, est-ce que pour toi c'est révélateur de la difficulté de faire entrer d'autres sujets dans le monde littéraire? Ouais, j'ai mis du temps en plus à en parler parce que je me sentais coupable. Je dis la vérité, hein, je me suis sentie pour un long moment coupable de dire les choses qui ne se passaient pas bien parce que je me disais il y a trop de gens qui aimeraient trop être à ma place et je sais ce que j'ai laissé. Ça veut dire qu'à l'époque où je sors Kiff Kiff Demain, c'est vrai, j'étais, tu vois, je faisais un job à mi-temps, j'étais à l'école, je suis la fille d'un monsieur qui a été mineur et maçon et tout, donc tu as toujours le truc de dire mais quand même j'écris et c'est mon métier maintenant, je travaille et tout, j'ai pas le droit de me plaindre, il y a vraiment ce truc trop fort. Donc j'ai mis plus de 10 ans à commencer à raconter en fait les premières années, la manière dont j'ai été traitée en fait au moment de Kiff Kiff Demain, parce que de l'extérieur tout le monde disait c'est génial, c'est super et tout, mais moi j'avais des moments, effectivement, des moments de solitude et puis je trouvais que c'était pas juste. Alors d'abord d'avoir été accusée de pas avoir écrit mon livre. Non, mais déjà la question je l'ai même pas comprise au début. Quand on m'a dit donner la main, je pensais que on parlait de quelqu'un qui aurait été juste sympa, qui m'aurait encouragée, qui m'aurait poussée en mode un supporter. Donc je comprenais pas la question, j'étais un peu bête devant cette question. Et après j'ai compris en fait le décalage, la condescendance, la manière d'être mise toujours sur en marge, en fait, que ce soit, mais parfois dans des invitations, des festivals, sur les prix, etc. T'es toujours là, t'es là et on te fait comprendre que t'as de la chance d'être là où tu es, en plus de ta propre culpabilité, que tu devrais dire merci, tu sais pas très bien à qui, mais merci parce que t'as trop de la chance d'être là. Du coup, tout est fait pour que ton travail, ton talent, ce que t'essayes d'apporter, ça soit en tout dernier sur la liste, tu vois, c'est pas... Et d'ailleurs, on te collait dans les pages société. Ouais. C'était un peu la nouvelle phénomène et on voulait te faire réagir 2004, 2005 et la suite. C'était la grande période. Enfin, en 2005, il y a eu les émeutes urbaines
d'abord à Clichy-sous-Bois et puis dans les quartiers populaires. Et on voulait te faire réagir. Tu étais devenue un peu la déléguée de classe sans élection des banlieues françaises. Ouais. Et puis après, c'est pareil, tu te dis, mais en plus, de quel droit je vais parler au nom de ces gens-là? Je veux dire, j'étais effarée quand on me posait des questions d'ordre sociologique. C'était l'époque ni pute ni soumise aussi. Exactement. Donc voilà, c'était les débuts de l'association. Il y avait une vraie focalisation de l'actualité sur la question du voile, de la virginité, des mariages forcés. Enfin, il y avait le combo magique et on te posait des questions là-dessus alors que toi, tu voulais parler de ton livre, j'imagine. Ouais, ça, c'était vraiment une source de frustration énorme pour moi de me dire à chaque fois, on me pose des questions sur l'immigration, sur la violence des jeunes en banlieue, sur des... Et j'étais... On te demandait d'être sociologue, en fait. Ouais, exact. Et moi, je me souviens, parfois, je disais aux journalistes, mais en fait, ça, c'est chaud que vous posiez des questions à une meuf de 20 ans sur des questions aussi importantes que ça. En fait, ça me paraissait fou. Et honnêtement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à cette période-là, c'était justement les gens de mon propre quartier, de là où j'ai grandi, mais même, en fait, beaucoup de mamans, par exemple, qui me reconnaissaient dans la rue, parce qu'à l'époque, la télé, quand tu passais à la télé, c'était quelque chose. Donc, il y avait... T'étais passée chez Delarue. Ouais. Dans le genre grande... Ou Ardisson, enfin, les grandes émissions de l'époque. Et donc, c'était vraiment les gens qui venaient me voir avec beaucoup de bienveillance. Et ce qui revenait tout le temps, c'était « on est fiers de toi », en fait, comme si j'étais la fille de tous ces gens, parce qu'ils étaient contents d'avoir une représentation positive, en fait. Et c'était comme si c'était nouveau pour eux de se dire, tu vois, une fille d'origine nord-africaine qui passe à la télé, justement, c'était pour dire qu'elle s'était fait violer. Il y avait toujours ce truc un peu dur, un peu lourd. Et là, ça leur paraissait léger. Et tout à coup, c'était positif. Donc, moi, ça m'a permis de vraiment, reprendre un peu de force à chaque fois. Au milieu de tout ça. Et vous, Marin, c'est un peu plus récent pour vous, vous êtes apparu sur la scène littéraire, comme je disais, en 2019. Est-ce que vous avez eu des expériences? On vous a demandé un peu d'être le sociologue de la Seine-et-Marne. Est-ce que vous avez été mis dans une case comme vos deux camarades de scène, ou vous avez une expérience un peu différente de la réception de vos ouvrages? Déjà, je suis choqué par ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire, les retours que tu as eus. Moi, je connaissais pas le travail de Faiza Again. Je connaissais pas. J'avais vu passer votre nom plusieurs fois, mais j'avais jamais lu. Et avant cette rencontre, ma compagne m'avait beaucoup parlé des livres de Faiza. Et j'avais jamais lu comme un idiot. Et avant la rencontre, donc le livre m'a été envoyé. Et juste avant qu'on monte, j'ai commencé à lire votre livre qui était sur la table juste à côté. Et en termes de travail et d'écriture, pour moi, quand j'ai lu le livre de Faiza, j'ai pris une leçon, quoi. Un truc de... moi, j'ai l'impression d'écrire avec un énorme marteau, un énorme burin, et de taper comme un malade et d'essayer que ça fasse une forme à peu près. Et là, j'avais un truc qui était juste... qui était... ciselé, je sais pas si... Moi, je suis désolé, je prends des comparaisons d'artistes modernes, blancs, des vieux blancs, désolé, mais moi j'ai l'impression de faire du César, quoi, de compacter des trucs, d'essayer de faire un truc et que ça envoie le plus possible. Et Faiza, son livre, c'était un Rothko, quoi. J'étais là, ok, tout est posé, tout est machin, tout est d'une simplicité. Et j'ai commencé à lire votre livre, les premières pages. J'ai lu le premier chapitre, et pareil, quoi, il y a un truc, il y a à la fois rien qui dépasse, et tout est juste, en fait. Tout est juste. Et ce qui est le plus dur à faire, et notamment l'histoire d'amour qu'il y a entre ces deux parents-là, dans la discrétion, j'étais là, il n'y a rien qui dépasse. L'amour, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus dur à écrire. C'est impossible, ça peut passer pour un truc débile en 2 phrases, et il suffit de lire les lettres d'amour qu'on a pu écrire quand on était adolescent, c'est ridicule. Et ça peut très vite devenir ridicule. Et là, c'est juste beau. C'est juste beau. Voilà, juste pour revenir là-dessus, parce que je trouve ça choquant qu'à un moment, on ait pu dire ça. Et moi, ce qui m'a été renvoyé, effectivement, il n'y avait pas ce racisme. Il n'y avait pas le fait que je l'écris n'a pas été remis en question. Par contre, ce qu'il voulait à tout prix,
les premiers journalistes, ils voulaient à tout prix que ce soit autobiographique. Ce qu'ils voulaient, c'était que la littérature m'est sortie. On est, je crois, en France, dans un fantasme comme ça, de la littérature qui va d'un seul coup tirer vers le haut. Moi, je pense que derrière ça, il y a ce truc de dire, vous voyez bien que ce qu'on manie, l'arme de la part des dominants, ce qu'on manie tous les jours, la langue, vous voyez bien qu'elle est inoffensive puisque vous pouvez la prendre et l'utiliser. Alors je crois que non, je crois que la littérature, elle sort de rien. Enfin, elle sort pas plus que un BEP pâtisserie, elle sort pas plus que au mieux c'est un taf qui peut permettre de gagner de l'argent, donc de manger. Mais elle sort de, je crois pas qu'elle sort de quoi que ce soit. Et je crois que la langue, avant tout, c'est la langue, enfin en tout cas celle qui est représentée, c'est la langue des dominants. Et elle est dangereuse pour les autres classes. Et elle est faite pour être dangereuse. Et elle est modelée, elle est travaillée pour être dangereuse. Quand on voit la langue de la Startup Nation, c'est fait justement pour, d'un seul coup, vous la maîtrisez trop, on va vous la remodifier avant que vous sachiez trop la maîtriser pour, encore une fois, que ça vous passe sous le pied. Enfin, ça vous passe en dessous de vous. Et moi, ce qu'on voulait surtout, c'était que quand je faisais des ateliers d'écriture, ils me disaient très souvent, ah oui, moi, j'écoute plus de rap que je lis de livres et que j'ai d'abord commencé par écrire du rap. On me disait, vous allez leur faire travailler du rap, comme ça après vous les emmènerez vers la poésie, puis ensuite la littérature. Il y avait un truc comme ça de, c'est bien, vous savez faire du rap, ça va les intéresser pour le vrai truc, quoi. Et moi, c'était surtout ça qui était renvoyé. Ils étaient contents d'avoir, et surtout, je pense que j'étais la figure rassurante, c'est-à-dire que lorsque je fais des performances sur scène, très souvent il y a du rap et puis mes textes, il y a des choses parfois un peu violentes et ils sont contents. C'est le truc, c'est effrayant mais pas trop, quoi. C'est le film d'horreur, c'est-à-dire que il fait un peu peur, il a des langages un peu de la rue, il a des requins, ça va mais bon, il est blanc. Et donc il y a ce truc-là de rassurant qu'il y a chez les rappeurs blancs, les Orelsan, les machins, les bidules, ils sont mis en avant alors que c'est, je trouve, le moins intéressant dans le rap, mais c'est l'effrayant rassurant, quoi. C'est la petite goutte de sueur dans la nuque qui fait ouh. J'ai passé une heure avec un petit vieux peu, mais pas trop, quoi. C'est le plaisir du voyou, mais pas trop, quoi. On reste en terrain connu. Merci à tous les trois pour cette première partie. Donc, on va passer aux questions de la salle. Merci. Donc, il y a un micro qui est gentiment... il y a un monsieur au premier rang. Moi, je ne suis ni sociologue, ni psychologue, ni chroniqueur littéraire, je ne suis qu'un lecteur. Et il se trouve que je suis né en 1935 et j'étais fils d'ouvrier. Et à l'époque, quand on parlait des ouvriers, qui n'étaient pas riches, loin s'en faut, c'était un peu comme on parlait des parents de la famille de Faiza. Et je trouve détestable la façon dont les chroniqueurs s'en sont emparés. Parce que c'était de leur part une pratique de refus, une pratique politique de refus de pourquoi et comment vous écrivez. Parce qu'en plus, je vais dire quelque chose, je l'ai rencontré ce matin, moi son livre que je préfère, c'est Les hommes ne savent pas... Un homme, ça ne pleure pas. Moi aussi, c'est mon préféré. Ça ne pleure pas. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne mérite même pas qu'on en discute si longtemps, parce qu'elle écrit simplement, elle écrit des gens qu'elle connaît, dont elle fait partie, des gens qu'elle aime. Elle écrit leur histoire, comme elle se passe, tranquillement, mais avec beaucoup d'humour. Elle met une grande distance. C'est drôle sans arrêt. On sourit et en même temps on est ému. Parce qu'il y a des moments où, effectivement, ça, c'est fort. C'est de la douleur dans la relation entre les gens. Eh bien, moi, je dis que je n'ai que ça à dire de l'écriture de Faiza. Et c'est ça sa force. Et les chroniqueurs littéraires qui l'ont mise en difficulté, comme dit, moi, je les emmerde. Bonjour et merci pour cette conférence. C'est énormément d'émotions et de plaisir à vous écouter. Moi, je voulais revenir sur un truc qu'avait dit Mehdi sur un peu ces limbes qu'on a entre appartenir à une certaine communauté. Quand on grandit dans un quartier populaire, dans sa communauté, enfin moi j'ai grandi dans un quartier avec mes grands-parents, et puis ce moment où on s'extrait un petit peu de cette communauté, on réussit entre guillemets avec des grandes guillemets par rapport à ce que le modèle dominant veut nous faire croire qu'est la réussite.
où du coup on essaye de s'intégrer dans une nouvelle communauté un peu plus dominante, où en fait on est un peu rejeté des deux côtés et on se retrouve dans une sorte de limbe comme ça, où on est à la fois là et pas là. Où du coup, et je sais pas s'il y a une question derrière ça, mais j'ai envie de savoir comment on s'en sort, comment on retrouve notre légitimité par rapport à ça, et par rapport à l'expérience de Faiza sur, en fait, finalement, on va toujours nous renvoyer à ce qu'on croit être, à ce qu'on croit représenter. Comment on s'en sort sans aussi renier cette appartenance à cette communauté, comment on s'en sort en fait, et comment on arrive à s'élever tout en restant fier d'où on vient. Excuse-moi Faiza, il faut se créer un univers, oui, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'un côté, on n'est plus de l'autre, donc on se retrouve tout seul, c'est très dur, donc à ce moment-là on se dit qu'il faut se créer un univers, sinon on ne peut pas vivre tout seul. Et cet univers, il faut commencer par l'écrire. Moi, ce que j'ai pas osé écrire dès le début, c'est qu'on va tous mourir ici, il y a 30 ans. J'aurais pas pu commencer comme ça. C'est ce qui est en train de se passer. Les vieux, les plus âgés que moi, les parents, les grands-parents, maintenant veulent qu'on les enterre en France. Parce qu'ils veulent rester auprès des enfants. Même si être enterrés ici, c'est très dur pour eux parce que leur maman et leur papa sont là-bas. Donc je ne pouvais pas commencer comme ça. Mais je me suis dit, tu vas par là, mon vieux. Et donc, à un moment, il faut se créer un univers. Commencer à se dire des choses vraies qui font que, par exemple, après, ça a été le retour, le mythe du retour. Mais non, on ne retournera jamais là-bas. Nos mamans le savaient. Nos mamans ont trop souffert en Algérie avant que nos pères les fassent venir. Elles ont souffert de faim. Elles ont souffert de solitude parce que le mari n'était pas là. Et de silence. Quand elles sont arrivées en France, ma maman, elle a dit « Je ne partirai pas, mon petit gars ». Quand mon père parlait du retour, un moment, vous supposez, c'était pour se rassurer. Mais là, ici, mes enfants, ils mangent, ils sont propres et ils vont à l'école. C'est se créer cet univers petit à petit. Se créer un univers petit à petit, comme ça, de choses qui se passent, qui vont arriver et qui rassurent tout le monde et qui fait qu'il y a une mère, surtout la mère, qui rassure tout le monde. On sent qu'elle ne parle jamais du retour, qu'elle est contente qu'on soit là. Tout ce qu'on perd, tout ce qu'elle perd, parce qu'elle perd beaucoup de choses, la mère, elle commence à perdre sa langue. À un moment, nous les enfants, on s'est mis à parler français dans la maison, entre nous, ses enfants. Elle n'a rien dit, elle n'a pas dit, dès que vous rentrez ici, je vais vous parler arabe. Elle s'est dit non, je vais les bloquer. Parce que c'est dans ce pays qu'il faut qu'ils s'intègrent, donc il faut qu'ils manient bien cette langue française. Elle a tout laissé tomber. Et c'est ce que j'appelle créer un univers. Se créer un nouvel univers qui n'est ni entre ceux qui veulent retourner, ni l'immigration, et la France et les Français. C'est autre chose. Et c'est, je pense, que ce qui nous a aidé, qui a aidé beaucoup, beaucoup dans l'immigration, la deuxième et troisième génération, c'est le comportement de la mère. Le père, lui, c'est... mon père, à un moment, a pensé au retour. Quand il a vu que tous les enfants parlaient français autour de lui, on parlait tous le français autour de lui. Je pense qu'il aurait bien voulu qu'on parle arabe quand on rentrait, mais il ne nous l'a pas dit. Il s'est dit, ça peut-être pour les aider pour avoir le certificat d'études, pour avoir le brevet, qui parle comme ça, c'est une gymnastique, c'est comme si continuer leur école. Mais dans sa tête, c'était, quand ils auront des diplômes, on retournera là-bas. Et puis un jour, il a vu qu'on ne pouvait pas retourner là-bas lui aussi. Parce que même avec nos diplômes, on n'aurait pas pu travailler, ni avoir un logement. Et ça, après, ça a été étape par étape, ça a été... Et quand mon père pensait qu'il avait tout perdu, parce qu'à un moment, ce qui était avec mon papa et ma maman, je les appelle comme ça maintenant avec l'âge, ils se sont dit, les garçons se marieront avec des Algériennes, et mes filles se marieront avec des Algériens, en France évidemment. Non, j'ai la chance d'avoir des petits neveux de toutes les couleurs, et même chinoises. Là, le père a eu un peu les pétoches quand même. Il adore, maintenant comme ils sont grands, il adore les recevoir et tout. Mais à ce moment-là, il a dû se dire, lui et ses potes, ils n'étaient pas nombreux, hein. C'était la fin des années 80. Putain, il faut qu'on ait quelque chose à nous, quoi. Peut-être qu'ils se retrouvaient sur le chantier, on n'a plus rien.
Vous avez vu nos filles qui se marient, vous avez vu mes petits neveux, mais puis l'autre, il dit, bah, je sais pas ce qu'il devait se dire sur les chantiers. Puis un jour, mon père est venu. La porte était de cet appartement, il y a un couloir. Il était dans sa chambre. La porte entrouverte. Parce qu'il fallait qu'il fasse un territoire, un truc à lui, qu'il accompagnerait toute sa vie, puis qu'il avait, ouais. Et un tapis de prière, il a ramené. C'est pas grand un territoire pour lui, c'était un petit. Et il priait, il s'était mis à la prière. Il pouvait pas continuer à vivre seul ou sans. Et il laissait la porte ouverte. Et je ne sais pas si dans la cité de mon père, je parle il laissait la porte ouverte pour que nous, les enfants, on était grands déjà, on le voit prier, donc il fallait qu'à un moment ou à un autre, nous aussi, sans qu'il nous le dise, on s'y mette. C'était son message. Parce qu'il n'est pas très bavard, mon père. Et c'est comme ça que la religion est arrivée en France. C'est que nos pères, à un moment, ils disaient, mais on n'a plus rien. La maman n'a pas réagi comme ça. La maman, elle voulait que les enfants soient bien, qu'ils aient un boulot, qu'ils aient un logement. Les mamans ont trop souffert en Algérie. Oui. Tiens, Mara. Non, tu veux répondre à... En fait, la question, elle est un peu difficile parce que je pense que c'est des choses qui nous traversent tous quand on quitte ou un pays, ou un milieu, ou un environnement pour un autre qui est très, très loin de ce qu'on connaît. On doit se réadapter. Il y a le sentiment de trahir, c'est vrai. Et en même temps, moi j'ai l'impression de déjà avoir eu ce sentiment qui me traversait même avant. Ça veut dire même au sein du quartier, au sein de la famille, d'avoir quelque chose de me sentir décalée de toute façon. Donc finalement, pour moi, c'est un éternel recommencement de devoir jongler ou m'adapter parce que je me sentais toujours différente. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'écrivais. Il y a quelque chose qui, de toute façon, même dans ma propre famille, me rendait à l'écart. Vous voyez ? Donc finalement, ça a été juste un écart plus grand à chaque fois. Parce que c'est quand même un grand écart de passer des Courtilières à Pantin à Saint-Germain-des-Prés. C'est un écart immense. Mais finalement, l'expérience d'être un peu en décalage, je la connaissais déjà quelque part. Merci beaucoup pour la présentation de vos œuvres. J'avais une question. Quelle est la différence entre bien et mal à raconter sa vie ? Quand est-ce qu'on partage notre vécu, nos expériences et quand est-ce qu'on tombe dans le misérabilisme ou dans le pathos ? Quand est-ce qu'on partage notre vie et quand est-ce qu'on... ça rejoint un critique que j'ai entendu tout à l'heure de faire le commerce de son vécu, de la description de la vie de ses proches. Est-ce qu'on est forcé, quand on a vécu des choses difficiles, d'esthétiser sa vie, d'enjoliver les choses, de la poétiser ? Et est-ce que si on a vécu des choses difficiles, est-ce qu'on ne peut pas juste raconter les choses difficiles qu'on a vécues sans que ce soit considéré comme étant un récit qui est là pour tirer des larmes, quoi. Il y avait beaucoup de questions, mais par rapport à la dernière, je pense que, je sais pas, hein, j'ai l'impression, peut-être que c'est bête ce que je vais dire, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un certain filtre, je sais pas lequel, mais qu'il y a besoin d'un certain filtre parce que c'est comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui d'un seul coup va nous déballer toute sa vie, tous ses problèmes, tout. Ça nous est, j'imagine, toutes et tous arrivé un jour. On est assis quelque part, il y a un type qui arrive ou une femme ou alors elle était déjà assise sur le banc et puis on ne sait pas pourquoi d'un seul coup ça vide parce qu'il y a besoin que ça se vide. Et je sais pas, peut-être que sur le temps d'un livre et donc d'un truc qu'on peut refermer, pas comme la discussion de la personne qui est en train de truc où on se barre mais c'est sacrément violent. Peut-être que pour que la personne ne referme pas le livre, il faut trouver un moyen, un biais. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de me dire par rapport à l'écriture, et c'est pour ça que j'essaie d'être vraiment dans
un travail des mots et des sonorités, de trouver une manière de raconter. Peut-être que c'est ça le premier filtre, enfin en tout cas c'est celui que moi j'ai trouvé, mais voilà, peut-être qu'un livre qui serait uniquement d'écrire avec, et ça existe, hein, et c'est je sais plus comment il s'appelle, un bouquin qui s'appelle La Question, sur un journaliste qui a été torturé pendant la guerre d'Algérie. Henri Alleg. Où c'est juste ça. Et oui, bien sûr que c'est d'une violence, et ça marque jusqu'au fond de soi. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun filtre de quoi que ce soit. Et dans mes souvenirs, il n'y a aucun travail de la phrase ou quoi que ce soit. Il n'est pas du tout dans ça. Il est dans un truc de voilà comment ça s'est passé, voilà la violence. Et ça a une utilité politique, d'ailleurs, quand lui sort le bouquin, de dire voilà ce que la France fait. Mais je sais pas, peut-être que si on veut, enfin je sais pas, donc on peut choisir ce truc-là, de dire voilà ce qui se passe, et de dans un truc de témoignage, ça a sa puissance. Et peut-être que ça peut être aussi intéressant d'apporter un filtre pour que la personne, justement, tourne les pages, ne ferme pas le livre au bout de 2 pages. Peut-être. Enfin voilà, peut-être juste de considérer l'objet livre, quoi. Contrairement à un type qui nous parle, on peut couper la parole du livre à tout moment. Et si on a envie que tout soit entendu jusqu'au bout dans sa complexité, dans son ensemble, peut-être qu'il faut trouver un moyen pour qu'il tourne les pages et qu'il ne se rende pas compte de ce qu'on est en train de mettre derrière, de ce qui est en train de rentrer en lui, un peu comme dans Matrix, là, quand il met le truc, et il apprend tout. Voilà, c'est ce truc-là, quoi, de faire en sorte que ça rentre, quoi. Bonjour à vous 4. Alors, je voudrais vous remercier pour vos partages. J'ai une question à poser à Faiza Guène et à Mehdi Charef. C'est par rapport au moment émotion, où justement je me suis demandé, et par rapport à ce que vous disiez sur le sentiment d'être esseulé, j'ai l'impression à vous écouter que c'est comme s'il y avait un prix à payer à avoir pris le chemin de la littérature, qui était, je pense, votre chez vous quelque part à tous les deux. Et puisque ça fait des années que vous écrivez, que vous faites des films, je pense à Monsieur Charef, est-ce que finalement, au bout du compte, le prix que vous avez dû payer, et que je pense qu'il en reste encore, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça mérite? Voilà. Chacun se refile la balle. Bah, en fait, en vrai, je crois qu'il y a une version optimiste et une version pessimiste. Tu veux quelle réponse en premier? La pessimiste en premier. D'abord. La pessimiste en premier, c'est que de toute façon, c'est dû à comment tu vis, comment tu appréhendes le monde qui t'entoure, ça dépend surtout de ça, ce sentiment de décalage ou de solitude, ou on appelle ça comme on a envie. Donc j'aurais toujours eu ce sentiment-là, que j'écrive ou pas. Et que de toute façon, tu vois. Mais je pense, parfois je me dis que la littérature, ça amplifie ce sentiment, ça le renforce. Et autant parfois je me dis heureusement que j'ai ça, parce que sinon comment ça serait? Ce serait l'enfer, tu vois. Si j'avais pas ça comme soupape, comme refuge, ce serait trop difficile, quoi. Donc en fait c'est selon les moments, mais je pense quand même la version la plus qui domine, c'est le sentiment que la littérature c'est un outil qui me permet justement de prendre ce recul et de vivre les choses d'une meilleure façon. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit ou si c'était confus. Et vous, Mehdi, là-dessus, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à un moment, on a l'impression que c'est comme un dû. Ah oui, ça c'est terrible. Alors je me suis posé la question, puis j'aime pas trop me poser de questions, mais c'est comme un dû. Je dis pas qu'il me fallait être reconnu, ça non. C'est comme un dû de dire, ou de raconter, ou d'écrire, ou de parler, s'exprimer, quand on est être humain. Et quand on ne le fait pas, on est très malheureux. Il y a des gens qui se taisent tout le temps, toute leur vie. Mais quand on prend la parole, c'est comme un dû. J'ai le droit aussi, moi, de dire ce que je ressens, ce que je vis, de parler des miens. Et à un moment, ça devient comme un dû. Et c'est pour ça que les gens qui veulent écrire et n'écrivent pas,
sont malheureux et tristes parce qu'ils ressentent au fond d'eux comme un dû. C'est quelque chose qui... Mais oui, mais pourquoi moi aussi Et je rencontre des gens qui me disent, moi aussi j'ai plein de choses à dire. C'est un dû. Et c'est pour ça que ça fait mal. Mais moi, j'ai la sensation que... Oui, bien sûr que j'ai eu ce truc très jeune de ça m'est dû. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est aussi une construction sociale. C'est-à-dire que dans cette société, c'est dû à un homme blanc de pouvoir parler et qu'on l'entende. C'est dû. Quand on rentre dans une pièce, c'est dû, quel que soit le milieu dans lequel on est. Alors bien sûr, il y a plein d'endroits où je ne suis pas dans mon milieu et je suis d'une classe sociale plus basse et donc je sens une gêne. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui... C'est moins une anomalie pour vous. Quoi ? Vous êtes moins une anomalie en fait. C'est moins une anomalie, ouais, même si pour ma famille, c'est une anomalie que je sois dans le milieu littéraire et que ça me soulève plein de questions avec des grands yeux et que ça soulève plein de fantasmes et que ça, parce qu'ils ne sont pas du tout de ce milieu-là. Mais c'est moins une anomalie. Après, est-ce que ça vaut le coup? La question ne m'était pas destinée et à raison, parce que j'en suis pas encore là. Enfin, moi, ça fait que 2 ans que j'en vis à peu près. Donc, Mais je rajoute justement une question. Pour vous, quel a été le déclic de vous dire... Enfin, voilà, on passe de l'envie à la réalisation concrète, à soumettre votre manuscrit à une maison d'édition, à être édité. Pour vous, c'était quoi qu'est-ce qui vous a permis de faire le pas? C'est parce que c'était le seul moyen, comme je disais tout à l'heure, c'était le seul moyen que je trouvais où je m'en sortais pas trop mal pour être au monde, quoi. Et c'était quoi le chemin concrètement? Comment vous êtes fait éditer, par exemple? Le chemin, ça a été d'abord, j'ai écrit des chansons. Ensuite, comme il y avait des refrains dans les chansons et que ça prenait une bonne partie du temps de la chanson, j'avais pas tout quoi dire, donc j'ai écrit du rap. Ensuite, le rap, comme je sortais trop souvent de la mesure et que ça faisait des morceaux qui auraient été comme le morceau de Diam, si c'était le dernier, de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'était trop long. Et donc, je me suis mis à écrire de la poésie. Après, je me suis rendu compte que personne lisait de poésie en France, de poésie contemporaine. Donc, c'était comme gueuler dans un pot, quoi, il n'y avait rien. Donc j'ai commencé à dire mes textes sur scène. Je me suis rendu compte que lire des textes qui sont faits pour être écrits sur scène, ça marchait pas, surtout que j'étais pas attendu. Parfois c'était en première partie de concerts punk, parfois c'était dans des trucs, ils en avaient rien à foutre en fait. Donc il fallait que je trouve un moyen de les accrocher. Donc j'ai commencé à écrire de telle manière que ça accroche. Puis ensuite ça durait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et au bout d'un moment où ça a duré 1 heure, j'ai commencé à me dire c'est quoi l'étape d'après? Tout bêtement, financièrement, il y a plein de scènes qui me disaient on pourrait te programmer, mais t'as pas écrit de bouquin, donc on va pas te programmer. Donc il fallait écrire un bouquin, c'était le stade au-dessus pour pouvoir continuer à faire de l'argent. Et donc là, j'ai écrit un truc qui était entre la poésie sonore et le récit. Je l'ai envoyé à une maison d'édition à minuit. Elle m'a appelé, elle m'a dit c'est vachement bien comment vous écrivez, mais si je vous publie ça, vu que c'est un truc trop bâtard, je vous envoie au casse-pipe parce que vous allez vendre 200 exemplaires et sur le deuxième on imprimera 200 exemplaires, donc ça va être juste la pente descendante. Donc écrivez un roman. J'ai écrit un roman, je lui ai envoyé, elle m'a dit ça m'intéresse pas du tout. Je me suis retrouvé avec un bouquin sur les bras, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, j'ai eu que des refus. Je bossais en tant que manutentionnaire dans un entrepôt. Chaque semaine j'avais dans la boîte aux lettres des lettres de refus et mon manuscrit qui revenait avec... Tu sais très bien, quand la lettre elle est épaisse comme ça veut dire qu'il y a ton manuscrit, ça veut dire que c'est mort, et tout épaisse comme ça. Et un jour, j'ai performé avec une autrice qui s'appelle Hélène Gaudy. Donc ça faisait 5-6 ans que je performais. Donc je commençais un peu à avoir du métier, surtout dans des scènes qui n'étaient pas faites pour, où les gens s'en foutaient. Là, j'avais de la chance, c'était dans une médiathèque à Argenteuil, les gens étaient intéressés. Et le setup, il y avait comme ça du son, c'était parfait. Donc là, j'ai donné le meilleur que je pouvais. Il n'y avait que des auteurs avec moi, donc j'étais un peu dans un truc de... faut que je leur montre quoi, que j'ai ma place. Et elle a beaucoup aimé, Hélène Gaudy. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai demandé est-ce que vous voulez bien lire mon manuscrit? Ça fait 1 an un an et demi que j'ai que des refus. Elle l'a lu, j'ai pas eu de réponse. Je lui ai écrit 3 mois après en disant je suis désolé de vous relancer, un peu gêné. Elle m'a dit non, mais je t'ai pas répondu parce que tout de suite je l'ai envoyé à mon éditrice parce que je trouve ça vachement bien. Elle doit te répondre bientôt. 3 mois ont encore passé et je me suis fait virer de l'entrepôt.
à la fin de la semaine où je m'étais fait virer de l'entrepôt, il y a une éditrice chez Actes Sud qui m'a écrit, qui m'a dit « Ça fait 6 mois que j'ai votre manuscrit dans mon sac, je ne l'ai jamais ouvert. Je l'ai ouvert hier, je suis sûr que vous avez déjà un éditeur. Faudrait qu'on se Et rencontre. » là, vous avez dit oui Elle m'a dit il faudrait qu'on se rencontre si vous n'en avez pas trouvé. Donc après, je l'ai rencontré, j'étais en mode oui, il y a des gens qui sont intéressés, que dalle. Et après, 2 mois après, c'était la rentrée littéraire, j'étais édité. Voilà. Je me souviens plus, il y avait quelqu'un qui a levé la main. Ah voilà, c'est le monsieur au milieu. Bonjour à tous, merci pour vos réponses et vos partages. C'était une question pour Marin. Au tout début de la conférence, tu as dit que ce que tu voulais éviter, c'était de trahir, donc de donner une représentation tronquée, stéréotypée de la situation des gens qui t'entourent, qui te côtoient. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on ne peut pas considérer comme une certaine forme de trahison les notions de tendresse ou même d'écart dont tu as parlé et qui sont importants dans ton processus d'écriture? Est-ce que écrire avec tendresse, c'est trahir? Non. Tu disais que quand tu écris, tu as besoin de donner de la tendresse à des personnages qui n'appellent pas vraiment une forme de tendresse. Et tu disais aussi qu'il y avait toujours un écart avec la réalité qui se prolonge au fil des pages et qui a tendance à... Est-ce que tu ne peux pas considérer ces notions aussi comme une forme de trahison de la réalité? Ouais, c'est une forme de trahison si on considère qu'on veut à tout prix écrire le réel. Mais moi, je veux pas à tout prix écrire le réel. Comme j'ai dit à un moment donné, très souvent, le réel, il est plus irréel que les bouquins. Et quand on l'écrit dans les bouquins, on nous dit « mais ça, t'as totalement inventé » ou « ça, c'est dans tes fantasmes et compagnie ». On est entre ces deux trucs-là. Et donc, justement, j'écris à partir du réel parce que je crois qu'écrire, c'est avant tout un acte politique. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et donc j'écris sur le réel parce que écrire c'est déjà politique et donc il faut écrire sur le réel pour peut-être essayer de dénouer des trucs qui ont besoin d'être entendus politiquement, littérairement mais surtout politiquement. Mais j'essaie pas d'écrire le réel. Par exemple, tu parlais d'Édouard Louis. Édouard Louis a eu cette phrase où il disait toute personne qui insulte un gilet jaune insulte mon père. Mon père a été gilet jaune, vous pouvez les insulter autant que vous voulez, vous n'insulterez pas mon père, et puis on s'en fout qu'on insulte mon père. Et ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas là pour défendre quelqu'un, pour dire mon père a été gilet jaune, je vais écrire sur les gilets jaunes, je porte les gilets jaunes, je ne trahirai pas les gilets jaunes. Je m'en fous complètement. Ce qui est intéressant par contre, et dans le GAV j'en parle, les gilets jaunes ça existe, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Comment est-ce que ça prend part dans une histoire politique, qui passe leur temps à parler de roman national, ce grand roman qui est au-dessus de chacun des nôtres, et comment est-ce que ça prend place dans mon roman et dans ce roman national? Et comment est-ce que moi je peux y apporter une autre percée, une autre manière de voir au travers? Mais je suis pas là pour défendre des gens, je suis pas là pour représenter. Je représente personne, je représente que moi. Voilà. Bonjour et merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Justement, moi j'ai créé un média indépendant qui interviewe des chercheurs et des doctorants qui s'appelle Codo et qui essaie de ne pas donner la parole seulement à des chercheurs blancs qui ont fait Paris 4. Et on a interviewé notamment un chercheur qui s'appelle Marwan Mohamed et qui a grandi et qui vit en Seine-et-Marne. Et en fait, je me rends compte aussi que quand il y a d'autres discours qui émergent donc il travaille sur la criminalité organisée, il essaie d'amener un regard nouveau et c'est vraiment quelqu'un de brillant. Et aujourd'hui, maintenant, les chercheurs, ce sont des islamo-gauchistes et c'est pas Marine Le Pen qui le dit, c'est Emmanuel Macron et sa bande, c'est Yannick Jadot, c'est Anne Hidalgo, etc. Et voilà, je me dis, c'est assez désespérant. Et comment on fait aujourd'hui pour amener comment est-ce qu'on fait pour amener de la nuance? Comment est-ce qu'on fait pour amener d'autres discours? Est-ce qu'il faut raccrocher nos wagons, les artistes, les chercheurs, c'est un peu un désespoir. Je vous interroge un peu là-dessus.
qui est légitime et comment on peut faire pour créer des nouveaux discours et être solidaires les uns les autres, et que voilà, comment créer des nouveaux récits et une nouvelle histoire. Ça, c'est pour toi. Il y a un constat amer. Zama, tout le monde se tourne vers moi pour donner une réponse, ok? En fait, toi, tu es la pessimiste C'est ça. du panel. Non, mais je sais pas, il n'y avait pas de vraie question là. Je sais pas trop quoi répondre en fait, à part que moi je crois que quand même il y a des choses qui se disent, qui s'écrivent, qui se font. C'est peut-être plus. Peut-être que la question, c'est qu'est-ce qu'on met en avant plutôt. Peut-être la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on rend visible et comment on rend visible certains récits, certains discours ou certaines œuvres. Qu'est-ce qu'on fait pour justement faire connaître peut-être voilà, des discours un peu dissonants, des œuvres un peu qui sont encore en marge, mais voilà, peut-être que, j'en sais rien, c'est peut-être un élément de réponse de réfléchir à comment on fait pour rendre visible justement des œuvres ou des discours ou le travail de certains chercheurs qui ne sont pas favorisés en fait dans le système tel qu'il existe en ce moment. Mais vous avez de l'espoir en fait, parce que est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire entendre d'autres voilà, Après, je sais pas, ta question, franchement, honnêtement, ça fait 17 ans que je l'entends en fait, donc avoir de l'espoir c'est bien, tu vois, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire concrètement pour que ça se produise. Et après, moi je connais pas, je sais pas comment ça fonctionne dans l'université, je sais pas comment ça fonctionne, j'en sais rien dans la presse, mais ce que je vois en tout cas de mon point de vue d'auteur, et après je sais pas ce que vous en pensez Marin et Mehdi, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a encore beaucoup trop de hiérarchie dans ce qui est proposé, ce qui est mis en avant, ce qui est légitimé et ce qui l'est pas. Je sais pas. Mehdi, vous qui avez, je me permets de prolonger cette question, vous qui êtes là depuis longtemps et qui êtes voilà, le précurseur, est-ce que vous avez l'impression que ça va mieux dans le milieu de l'édition, en tout cas qu'il y a des voix des quartiers populaires, des minorités qui arrivent à être plus visibles, ou vraiment on a fait des pas d'escargot et on n'a pas tellement avancé sur la question? Non, on avance. C'est pas qu'on avance, on n'avance pas, c'est que ça change très très vite en ce moment. Ça change très très vite. Oui, ça devient compliqué, ça l'a toujours été. Mais je sais pas, vous savez, je vais beaucoup dans les collèges et les lycées, dans les ateliers d'écriture, surtout dans les collèges, avec des élèves de 15 ans, de 13 à 14-15 ans, et de ce qu'on appelle les endroits difficiles. Non, ça ne s'améliore pas. Je veux dire que dans la mesure où l'élection présidentielle va se jouer sur l'immigration, donc ça va jouer sur leur tête, ces gamins. Donc s'il y a un seul débat dans le présidentiel, c'est l'immigration, c'est à cause d'eux. C'est comme ça qu'ils le prennent. Donc pour moi, c'est très difficile de bosser avec eux et leurs professeurs, parce que je travaille toujours avec un professeur de français, ou une professeure de français. C'est leur donner l'envie d'écrire, parce que j'y vais pour les faire écrire. Moi, je n'y vais pas pour les faire parler. Je veux absolument qu'on écrive au bout de ces ateliers qui peuvent durer, il y a je ne sais pas combien de séances. Et pour moi, c'est ça qui est en ce moment le sujet peut-être le plus délicat. C'est comment arriver avec mes mômes. Là, j'ai une réponse. Déjà, on a comment améliorer un peu la chose, en commençant par le sud de la France. Bon, vu que les gens ne veulent pas qu'ils disent qu'ils soient français, eux-mêmes ont du mal à le dire maintenant, vu qu'ils sont sur refoulement. On s'est mis d'accord, et ça nous a fait du bien, les élèves et moi, on est d'ici. On est d'ici. Donc, je ne sais pas ce que c'était la question, mais ça me ramène à dire ça. Est-ce que ça peut améliorer? Qu'il y a eu des améliorations. L'amélioration dernière, elle ne date pas de très longtemps. Elle est de quelques mois seulement. Pourtant, l'immigration a de nombreuses années.
c'est que j'arrive à mettre avec des rires avec des filles et des garçons des quartiers, parce qu'en écrivant Je suis d'ici, parce que j'en demande toujours au minimum une page. Si vous dites Je suis d'ici, c'est que vous êtes content. Qu'est-ce qui vous rend content et léger? Parce que vous êtes d'ici, on écrit là-dessus. Donc ça va mieux. Il faut tout le temps chercher. J'essaie tout le temps de pas trouver une solution, mais d'alléger, de soulager un peu, oui. Avec eux, je vous parle de ça parce qu'il m'a semblé que vous vouliez savoir qu'est-ce qui va mieux, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Si, à peu près. Mais votre réponse est mieux que la question, donc ça va très bien en fait. Si je puis me permettre, moi je veux bien donner une réponse, la mienne, et elle est totalement empirique en fait, c'est-à-dire qu'elle n'est pas basée sur des analyses statistiques, etc., simplement parce qu'en France, de toute façon, on n'en a pas. Mais est-ce que ça s'est amélioré pour ce qu'on appelle les minorités visibles, les gens racisés ou les quartiers populaires? Enfin, je ne sais pas ce qu'on met dans tout ça, parce que j'ai l'impression que de toute façon, la difficulté en France, c'est de verbaliser les choses. Donc, en tout cas, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être vulgarisés, moi je pense que oui, ça a évolué. Et on a de plus en plus, notamment des femmes écrivaines, des femmes militantes politiques, des sociologues, qui, d'une part, même sans qu'ils portent une voix qui est dissonante, du fait qu'ils occupent une place qui n'était pas la leur dans la société, de toute façon posent un vrai débat politique. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ne sont pas sous la lumière, c'est que justement pour certaines et certains, je dis plus certaines parce que c'est particulièrement des femmes, elles portent justement une voix assez dissonante qui dit que le système tel qu'il est aujourd'hui, il discrimine de manière systémique et que pour l'ensemble de ces gens, ça a été très compliqué d'atteindre les positions qu'ils ont. Et du coup, ça c'est plutôt, il faut s'en féliciter. Après, pour en arriver là, je pense que c'est extrêmement dur, que les coups sont difficiles, que ça veut dire qu'ils doivent encaisser énormément, que ça veut dire qu'ils doivent subir des humiliations, des micro-agressions. Et ça, c'est bien de le dire. En tout cas, pour ceux et celles qui ne le disent pas, c'est clairement vérifié par le défenseur des droits. Et ce qui peut être aussi rassurant, même si c'est d'une violence inouïe, c'est qu'en général, quand ça bouge, c'est un peu comme la terre, et ben la résistance en face, elle est d'une violence inouïe, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment quand on entend le discours de Zemmour, mais même le discours de la droite ou le centre, et du coup, ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Je voulais juste donner une petite touche un peu de quelque chose de positif. Après, de là à ce que ça tire l'ensemble des gens qui sont discriminés dans la société, je pense que là, par contre, ça c'est le côté très négatif. Il va falloir que ça passe par des volontés politiques et des modifications politiques qui sont plus que des simples individus qui arrivent à percer des endroits qui ne leur sont pas réservés parce que le système est ainsi fait. Si personne ne veut poursuivre, on va clore ce débat. Ah, on a un dernier. Ma question, elle est simple. Vous avez des volontés que tout le monde soit entendu. Aujourd'hui, quel roman, quel genre littéraire il faut diffuser le plus autour de soi pour que le plus de voix, que ce soit les femmes ou que ce soit les minorités auxquelles on ne laisse pas la place, soient entendues? Qu'est-ce qu'il faut diffuser autour de soi? Ça me paraît évident, les nôtres, je veux dire. Voilà, que vous pouvez retrouver à la librairie. Voilà, n'hésitez pas. Et en plus, les auteurs sont là pour les dédicaces. Donc, je pense qu'on va clore cette table ronde. Je vais remercier infiniment nos 3 auteurs qui se sont prêtés au jeu. Donc, merci Mehdi Charef, Marin Fouquet et Faïk Zaghen. Merci. On peut les applaudir très fort. Et quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur le site de Mediapart, qui est en accès libre tout le week-end. Donc, si il y a des gens qui ne sont pas abonnés et qui veulent nous lire, n'hésitez pas
à aller y faire un tour. Et je vous rappelle que jusqu'à 23h, je ne sais pas exactement à quelle heure il commence, il y aura un bal populaire. Donc, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas dansé, c'est l'occasion. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et merci beaucoup à Faiza Zerouana qui a animé brillamment Ouais, merci. cette rencontre. Merci.